On va pouvoir commencer. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Au nom de l'hôpital de la Tour, j'ai l'honneur et le grand honneur et le plaisir de vous souhaiter les bienvenus à cette deuxième conférence dédiée à la santé des femmes. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? La ménopause, un sujet largement tabou, mais qui va tôt ou tard concerner toutes les femmes. Le corps de la femme et son fonctionnement font l'objet de théories diverses et variées depuis l'aube des temps. En Grèce antique, on faisait le lien entre la menstruation et les mauvaises humeurs, et au temps médiéval, les femmes ménopausées risquaient de se faire qualifier de sorcières. Si aujourd'hui l'éducation sexuelle fait bien partie des programmes scolaires, cette éducation se limite à la reproduction. Cette fonction accomplie, les connaissances du public sont en général quelque peu limitées. Couplé au fait que la ménopause reste un sujet lourd de connotations défavorables, de nombreuses femmes se trouvent démunies en arrivant à ce stade de vie. Et pourtant, c'est un sujet important et potentiellement lourd de conséquences. Au Royaume-Uni, on estime qu'une femme sur 10 arrête son travail en lien avec la ménopause. Si on ne brûle plus les sorcières, l'attitude de la société envers la ménopause a peu évolué. La ménopause, il est donc grand temps qu'on en parle. Donc c'est à cette fin que l'équipe santé de la femme de l'hôpital de la Tour qu'on a souhaité organiser cette conférence publique et que nos oratrices spécialistes sont présentes ce soir. Nous verrons ensemble que la ménopause n'a rien d'honteux et qu'elle n'est qu'un événement naturel de la vie. Ce soir, nous souhaitons vous apporter quelques clés afin de vous permettre d'embrasser cette période de la vie potentiellement si libératrice avec sérénité. Nous souhaitons encourager la discussion autour de ce sujet qui est bien personnel, mais qui ne devrait cependant pas être tabou. J'accueille donc notre première oratrice, Dr Valiton Cruzy, gynécologue obstétricienne, chef de la maternité de l'hôpital de la Tour. Je vous laisse l'applaudir. Alors merci Catherine pour ton introduction un peu historique. Merci à Catherine qui est en fait l'initiatrice de toutes ces conférences. Donc c'est grâce à elle qu'on est là. Je vois que le sujet intéresse, donc bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous repartirez d'ici avec une note positive sur la ménopause. Je tiens à remercier aussi mes collègues de la Tour d'avoir accepté de parler ce soir. Et merci à notre sponsor aussi, Diana Labs. Voilà. Alors, bien vivre sa ménopause, voilà, j'ai choisi ce titre. Qu'est-ce que la ménopause d'abord? Donc, la ménopause, c'est l'arrêt de la fonction des ovaires et de la production des hormones féminines, à savoir les oestrogènes et la progestérone. La définition aussi, c'est une année sans règles. Vous voyez que la diminution des ovocytes produits par les ovaires, un nouveau-né en a 2 millions, et à la ménopause, il y en a moins que 1000. Donc 90% des femmes sont ménopausées, entre 45 et 55 ans, et certaines femmes sont ménopausées de façon chirurgicale lorsqu'on leur enlève les ovaires. Et là, souvent, la ménopause est souvent plus ressentie et évidemment brutale, puisque d'un jour à l'autre, on est ménopausé. Quels sont maintenant les facteurs qui influencent l'âge de la ménopause? Donc, il y a des facteurs génétiques et ethniques. Par exemple, les Asiatiques sont moins affectés par les symptômes de la ménopause. Le tabac, en général, les fumeuses ont entre 2 mois et 6 ans une ménopause plus précoce. L'alcool, l'activité physique intense, un sous-poids, un surpoids et la pilule. Donc une période importante aussi avant la ménopause, c'est la périménopause. Donc elle commence entre 5 à 10 ans avant la ménopause. Elle se manifeste par des variations hormonales importantes, à savoir un taux d'œstrogène parfois en excès, parfois diminué, et parfois c'est un peu un mix des deux. Donc souvent on me demande, est-ce que vous ne pouvez pas me faire un dosage hormonal? En fait,
ça a assez peu d'intérêt parce que justement, il y a ces variations hormonales très importantes. Les cycles menstruels deviennent irréguliers. Au début, ils sont souvent plus courts, donc on a des règles tous les 23, 26 jours, ça dépend. Et après, les cycles deviennent plus longs, 5 semaines, 2 mois, 3 mois, ça dépend. Et souvent, on a une absence d'ovulation. On a déjà l'apparition des bouffées de chaleur, des sudations nocturnes, des règles abondantes qui... comme conséquence, on a une anémie, raison pour laquelle souvent c'est important de donner de la progestérone pour essayer de rétablir un peu cet équilibre entre ces deux hormones, puisque la première hormone qui baisse, en fait, c'est la progestérone. Donc, on a des oestrogènes qui sont présents en excès souvent, et donc la muqueuse, l'endomètre qui se trouve dans l'utérus, est très épais et c'est un peu le lit des polypes, voire des cancers de l'utérus, si on n'a pas d'équilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Donc les règles abondantes qui peuvent aboutir à cette anémie, et on a aussi évidemment les troubles du sommeil, souvent dus à ces bouffées de chaleur durant la nuit. Un syndrome prémenstruel qui s'accentue. Donc c'est un syndrome qu'on peut avoir un peu tout le temps, mais souvent on a davantage en périménopause. On a de l'irritabilité, des troubles de l'humeur, des migraines qui surviennent avant. Il y a un médicament en phytothérapie, par exemple Tremens, qui marche très bien contre ce syndrome. On a des modifications des seins avec une augmentation du volume, et aussi des douleurs, des tensions au niveau des seins. Une prise de poids souvent au niveau de l'abdomen par un changement hormonal avec une répartition des graisses qui est un petit peu différente et avec un petit peu le même mécanisme, une augmentation de la pilosité. Donc, ce n'est pas tellement que la testostérone, l'hormone mâle, augmente, mais c'est que les oestrogènes, ils baissent. Et donc, en fait, on a ces androgènes, ces hormones mâles qui prennent le dessus et qui se manifestent. Augmentation de la pilosité, surtout au niveau du visage et du menton. Donc, comment aider dans cette période ? Donc, comment aider les femmes dans cette période ? Donc, contrôle des cycles, parce qu'évidemment que si on a des cycles très irréguliers, il y a ces questions d'anémie, comme j'ai dit tout à l'heure. Contraception, parce qu'évidemment, vu qu'il n'y a pas d'arrêt de règles, elles peuvent être enceintes, ce qui est pas rare. Soulagement des symptômes qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc, comme traitement, on peut envisager la pilule contraceptive, soit avec des oestrogènes et de la progestérone, celle qu'on connaît, mais il y a des pilules qui sont plus adaptées à cette dose, avec des oestrogènes qui ont moins d'effets négatifs sur les lipides et sur l'hypertension. Ou alors des pilules qui contiennent que de la progestérone ou le stérilet hormonal qui vont avoir tout ce même effet en fait de réduire un peu la muqueuse dans l'endomètre, donc à l'intérieur de l'utérus. On a aussi toute une panoplie de traitements non hormonaux, l'hypnose. Il y a beaucoup d'études maintenant, c'est relativement nouveau, c'est pas encore très très connu, mais ça marche très bien. Il semblerait que c'est ce qui marche presque le mieux contre ces symptômes suivant les études. On a les thérapies cognitivo-comportementales, la phytothérapie, l'acupuncture et l'homéopathie. Donc là, il y a un petit peu toute la liste qui va aussi être prise par mes collègues, les symptômes de la ménopause. Donc les bouffées de chaleur, il y en a qui sont très connues. Bouffées de chaleur, sudation nocturne, qui sont deux choses un petit peu différentes. Les troubles du sommeil, troubles de l'humeur, irritabilité, nervosité, dépression. Donc Dr Girard, psychiatre, en parlera tout à l'heure. La sécheresse vaginale, baisse de la libido, les rapports douloureux. Baisse de l'énergie, de la fatigue, des migraines. Certaines femmes migraineuses n'ont plus de migraines à la ménopause et d'autres qui n'en avaient pas présentent des migraines. Prise de poids au niveau abdominal, comme je l'ai dit tout à l'heure. Douleurs articulaires et musculaires qui apparaissent souvent un peu plus tard dans la ménopause. Palpitations, vertiges.
Modification des seins, troubles de la mémoire et de la concentration et les troubles urinaires. Dr Fenner, urologue, en parlera tout à l'heure avec les infections et aussi ces mictions un peu pressantes qu'on peut avoir. Modification au niveau de la peau, sécheresse de la peau et des cheveux qui deviennent plus fins et chute des cheveux aussi. Donc maintenant, la bouffée de chaleur. Donc un tiers des femmes, les chanceuses, n'ont pas ou n'auront jamais de bouffée de chaleur. Un tiers des femmes, elles en auront pendant 5 à 10 ans. Et un tiers des femmes, malheureusement, en auront plus de 10 ans, voire toute leur vie. Ces bouffées de chaleur sont aggravées par le stress, les émotions, le repas, l'alcool. Et elles se manifestent en fait par 3 phases. Donc la première, sensation de malaise, limite perte de connaissance, chaleur du visage et du cou qui peut se généraliser due à cette vasodilatation périphérique. Donc on devient tout rouge, on transpire, les cheveux humides, on peut avoir des palpitations, bourdonnements d'oreilles, des crampes, des fourmillements, des mains. Des jambes aussi, et puis des maux de tête. Ensuite, cette phase, troisième phase, où on a froid, on tremble et on referme les fenêtres, on remet nos pulls, que je pense beaucoup de femmes connaissent ici. Donc la ménopause, les conséquences de la ménopause, donc ostéoporose et les risques de fracture, on verra tout à l'heure. Alors, augmentation du cancer du sein, ce n'est pas vraiment la ménopause, c'est l'âge en fait. On a une augmentation de tous les cancers, malheureusement. Et le cancer du sein est un petit peu plus fréquent chez les femmes qui ont une ménopause tardive, parce qu'évidemment, comme le sein a des récepteurs aux œstrogènes, plus les femmes sont imprégnées longtemps d'œstrogènes, plus il y a ce risque. Dégradation des fonctions cognitives, augmentation du risque cardiovasculaire, Dr Georgescu, cardiologue, va en parler tout à l'heure. Et ceci est vraiment une occasion d'évaluer et de modifier les risques cardiovasculaires. Je fais toujours, je ne sais pas, pour celles qui ont déjà assisté à une ou deux conférences que j'ai données, est-ce que celle chez qui le gynécologue prend l'attention à chaque contrôle? Est-ce que vous pouvez lever la main? Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Je pense que tout le monde devrait prendre l'attention à chaque contrôle parce que c'est souvent le seul médecin que les femmes ont, le gynécologue, et on arrive simplement à prendre une tension, à dépister déjà un risque cardiovasculaire. Là, je vais passer assez vite sur les facteurs de risque parce qu'on va en reparler, mais en tant que gynécologue, en fait, je voulais juste montrer que le diabète pendant la grossesse et l'hypertension de la grossesse et la prééclampsie, qui est une hypertension un peu compliquée, est un facteur de risque cardiovasculaire. Par ailleurs, dans le cours de ces conférences qu'on organise, la troisième sera organisée le 22 mai et le thème sera la prééclampsie. Je vais passer évidemment là-dessus puisque la cardiologue va en parler, mais c'est pour montrer que chez la femme, les symptômes sont souvent méconnus et très différents que chez l'homme. Donc il y a les symptômes habituels qu'on connaît, mais d'autres symptômes. Donc très important d'adapter son style de vie, l'hygiène de vie, cibler les facteurs de risque par une activité physique régulière, arrêter le tabac, diminuer l'alcool, une alimentation équilibrée, Madame Baptiste va en parler tout à l'heure, la nutritionniste, et diminuer le stress par différentes techniques, hypnose, mindfulness et toutes ces choses que vous connaissez. Alors, l'ostéoporose, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une perte de calcium dans les os qui est liée à la baisse des hormones. En fait, on a une protection osseuse grâce aux œstrogènes. 40% des femmes vont avoir une fracture en relation avec l'ostéoporose.
Un des facteurs de risque, c'est la ménopause précoce, raison pour laquelle, chez les femmes qui ont une ménopause avant 50 ans, il est impératif de les substituer. Les risques liés, les éventuels faibles risques liés à la prise hormonale n'existent pas quand on substitue avant 50 ans. L'âge moyen de la ménopause, ensuite, c'est 51-52 ans. Donc, c'est important de substituer ces femmes. Par ailleurs, j'ai oublié de dire, mais pour les risques cardiovasculaires, si on ne substitue pas une femme si elle est ménopausée avant 50 ans, on augmente de 36% son risque cardiovasculaire. Donc, c'est régulier que je vois des patientes qui ont une ménopause à 45 ans et qu'on n'a pas substitué. Tabac, alcool évidemment, le sous-poids aussi, des traitements prolongés de cortisone, surtout Péros, pas les sprays qu'on peut utiliser pour l'asthme, et les antécédents familiaux, une mère, une grand-mère qui a de l'ostéoporose. Donc le diagnostic essentiellement par densitométrie, c'est un peu comme une radio, ça coûte une centaine de francs, les assurances ne sont pas censées rembourser en tant que dépistage, mais seulement s'il y a des facteurs de risque. Mais dans la pratique, pratiquement toutes les assurances remboursent. Donc les conséquences, diminution de la taille par tassement vertébral, fracture osseuse, douleur. Et comment la prévenir? Alors, chaque jour, une spécialiste de l'os et HUG me disait toujours, tu dis à tes patientes, un peu de lait chaque jour, un peu de fromage et un yogourt. Le problème, c'est que soit maintenant, la moitié des gens sont intolérants au lactose, donc ça ne marche pas. Et puis les autres, elles font attention à leur poids, donc elles ne mangent pas de gras. Donc ce qui fait que c'est vraiment important de prendre un supplément de calcium. Les femmes ont besoin à peu près ménopausées 1200-1500 mg par jour et ajouter de la vitamine D. Très important aussi, l'activité physique en charge. En charge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit taper le pied par terre. Donc, ça veut dire de faire du sport, du vélo, la natation. C'est super pour plein de choses, mais ça n'a pas d'impact sur l'ostéoporose. Ce qu'il faut faire, c'est courir, marcher vite en tapant un peu le pied par terre et danser, voilà, ce genre d'activité. Donc après, comment traiter une fois qu'on a de l'ostéoporose? Parce qu'en fait, le calcium va un peu donner à manger à l'os, mais il ne va pas refaire de l'os. Donc, on propose une substitution hormonale si la femme a des symptômes, on fait une pierre deux coups. Et si elle n'a pas de symptômes ou si elle ne veut pas ou elle ne peut pas prendre une substitution hormonale, eh bien, on va lui donner des traitements à visée osseuse. Maintenant, commençons par le traitement non hormonal de la ménopause. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, surtout depuis qu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu une étude américaine qui a été faite avec des hormones qui n'étaient pas du tout les hormones que nous, on utilise en Europe, et qui a été faite chez des femmes avec une moyenne d'âge à peu près de 63 ans. Et là, on a vu qu'il y avait une augmentation des risques cardiovasculaires, une augmentation des cancers du sein, et raison pour laquelle on a complètement arrêté ces hormones, ce qui était évidemment catastrophique pour beaucoup de femmes, parce que arrêt brutal. Donc ça aussi, ici, on doit arrêter les hormones. C'est important de diminuer très progressivement sur plusieurs semaines, parce que si on arrête d'un coup, eh bien, en général, ça ne marche pas, et les femmes, elles disent, bah, je reprends. Donc voilà, cette étude, en fait, il a fallu un peu 14 ans pour réhabiliter les hormones et pour utiliser ces hormones dont on va parler tout à l'heure, qui sont des hormones qu'on utilise en Europe et qui n'ont pas du tout ces effets secondaires. Donc, évidemment, beaucoup de substances non hormonales ont vu le jour, avec un assez bon effet, parce que pas tout le monde veut prendre une substitution hormonale, et pas tout le monde peut, hein, en raison des contre-indications, de certaines contre-indications. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont sur le marché. Ça marche bien quand on n'a pas trop de symptômes, et souvent, au bout d'un certain temps, ça marche un petit peu moins bien. Mais je pense que ça vaut la peine de commencer avec ça. Ensuite, il y a toutes ces techniques, c'était pas le bon. Voilà, toutes ces techniques dont j'ai déjà parlé.
Les antidépresseurs, la gabapentin qui est un anti-épileptique et la clonidine qui est un antihypertenseur qui marche assez bien et qu'on propose des fois aux femmes qui ont eu un cancer du sein, ont quand même un certain nombre d'effets secondaires et souvent ne sont pas très bien acceptés par les patientes parce que leur dire comme on va leur donner des antidépresseurs alors qu'elles ne le sont pas ou des antiépileptiques alors qu'elles ne le sont pas, c'est un peu difficile à accepter. Les thérapies comportementales, yoga, méditation, mindfulness, il y a beaucoup d'études qui montrent que quand on les fait en groupe, ça marche beaucoup mieux que quand on les fait seul. Donc, je voulais une petite diapo pour un nouveau médicament qui a été introduit il y a à peu près une année aux États-Unis, avec beaucoup d'articles qui sont déjà sortis et qui a été enregistré en Suisse en janvier. Il est en cours d'enregistrement par les assurances pour être remboursé, mais son prix actuellement, c'est 70 francs par mois. Donc c'est un médicament, c'est une nouvelle classe de médicaments, c'est pas du tout hormonal. Beaucoup d'études ont montré qu'on pouvait le donner dans des cancers du sein. Évidemment, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais comme ce n'est pas une hormone, en fait, il agit essentiellement sur la régulation thermique, donc les bouffées de chaleur. Souvent, c'est ce qui gêne le plus les patientes. Donc, ce médicament semble assez sûr, efficace. Simplement, on conseille de contrôler la fonction hépatique, le foie, au début, une fois par mois, pendant 2-3 mois, voir si la patiente le supporte bien. Donc, c'est très efficace pour diminuer les bouffées de chaleur. Moi, je l'ai déjà donné souvent avec vraiment des retours très positifs. Donc maintenant, traitement hormonal de la ménopause. Donc bon, vous le savez sûrement, il faut donner les 2 hormones, œstrogène et progestatif. Les hormones doivent être administrées de manière personnalisée en fonction des symptômes de la ménopause et surtout du désir de la patiente. Donc la substitution hormonale, elle n'est pas recommandée en fait en première intention, à savoir pour prévenir l'ostéoporose et ou les maladies cardiovasculaires. On la donne essentiellement, désir de la patiente bien sûr, et sinon pour contrer les symptômes. Donc on doit prendre en compte les facteurs de risque de cancer, donc évidemment chez une patiente qui a eu ou qui a un cancer du sein, à éviter pour l'instant, bien qu'il y a beaucoup d'études en cours qui montrent de plus en plus qu'on pourrait les donner à des patientes très gênées qui ont eu un cancer du sein, chez qui le cancer était peut-être pas trop agressif et qui a eu peut-être 5-10 ans, voire plus, depuis qu'elles ont été opérées. Très important aussi, le temps depuis la ménopause. Ça veut dire que si on donne les hormones dans les 5 à 10 ans après la ménopause, on a un effet bénéfique. Si on commence après 60 ans, comme cette étude américaine, eh bien, on a plutôt des effets délétères. La voie d'administration, je vais en parler tout à l'heure. Les contre-indications, on l'a vu, le cancer du sein, de l'utérus, certains cancers ovariens, des maladies du foie et des thromboses. Et ça, on verra aussi seulement si on donne un traitement oral. Donc, si la patiente a eu une hystérectomie, donc si on lui a enlevé l'utérus, ou si elle est porteuse d'un stérilet hormonal, eh bien, on peut donner que les... Je trompe toujours de... On peut donner que des œstrogènes parce que, comme je vous l'ai dit au début, les œstrogènes, ils vont faire grandir cette muqueuse, cet endomètre dans l'utérus. Et c'est pour ça qu'au début, on a traité les femmes, il y a très très longtemps, avec des œstrogènes seuls. Elles étaient tout à fait contentes, mais par contre, on a vu qu'il y avait des cancers de l'utérus, raison pour laquelle on rajoute toujours de la progestérone si la patiente a toujours son utérus. Donc, l'important, c'est qu'il faut prescrire la dose minimale efficace. Donc, avant, on commençait toujours avec des grandes doses et on essayait de diminuer. En fait, maintenant, on commence par des petites doses et on augmente progressivement si c'est nécessaire. Donc, qui traiter ? Évidemment, toutes celles qui désirent avoir un traitement hormonal.
celles qui se plaignent de troubles qui sont non corrigés par les traitements non hormonaux, et les femmes, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, qui ont de l'ostéoporose et qui ont des symptômes de ménopause. De nouveau, j'insiste, les femmes avant 50 ans, impératif de les traiter, à moins qu'elles aient vraiment contre-indication absolue, en train d'être traitées pour un cancer du sein, etc. Donc, comment traiter? Alors, les oestrogènes qui, eux, en une semaine ou deux, vont régler à peu près tous les symptômes. Donc, il y a transdermique, ça veut dire à travers la peau, donc soit en gel, donc ces petits flacons où on appuie une fois, deux fois, en fonction de l'intensité des symptômes. Alors, bon, soit on met sur le bras ici, soit à la face interne de la cuisse, vu que c'est assez large, soit sur le ventre, ça dépend, mais évidemment pas dans la région des seins. Ça se met tous les jours, après la douche, le mieux, et quelques minutes après, on peut aller à la piscine, ça pénètre très très vite. Ou alors un patch, c'est un tout petit patch, maintenant ils les font transparents, avant c'était des gros patchs. On doit les mettre 2 fois par semaine, donc bon, des fois, il y en a qui préfèrent. Après, c'est vrai, quand on les enlève, ça fait toujours un petit bord noir comme ça. Donc, il y en a des fois qui préfèrent le gel. Le gel aussi, il existe en tout petit sachet comme ça, qu'on peut prendre, si on part 3-4 jours, on peut prendre juste 3-4 jours, et on n'est pas obligé de prendre toute la bouteille. Le traitement par la bouche, donc vraiment à utiliser si vraiment la femme, elle le veut, mais par exemple, le traitement transdermique, même chez une femme qui a eu des thromboses, on peut l'utiliser. Et si elle a des maladies du foie ou des maladies cardiovasculaires, alors qu'il faut éviter de donner par la bouche. La progestérone, c'est en général la progestérone naturelle. Maintenant, c'est vraiment l'utrogestan que les gens utilisent le plus, et toutes les études ont été faites avec ça. Même toutes ces études qui sont en train d'être faites chez les femmes qui ont eu un cancer du sein. On peut l'utiliser soit par voie intravaginale, 2-3 fois par semaine, ou alors par la bouche. Alors par la bouche, c'est un seul comprimé tous les soirs au coucher, et ça marche très bien parce que ça a vraiment un effet relaxant. Et souvent, les femmes, elles disent qu'elles dorment beaucoup mieux. Par exemple, on prend 100 mg le soir de cette progestérone naturelle, et les femmes enceintes qui ont fait des FIV, comme ça, des fois, on peut aller jusqu'à 900 mg. Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui est vraiment dangereux. Donc, là, j'ai déjà dit aussi, les bénéfices cardiovasculaires, mais j'insiste, sont présents uniquement si la substitution hormonale est instaurée dans les 5 à 10 ans. Sinon, ça a plutôt un effet délétère. Et réévaluer régulièrement l'indication à poursuivre les hormones en fonction de l'apparition de contre-indications, et on peut utiliser toute sa vie les hormones pour autant qu'on réévalue régulièrement les facteurs de risque. Alors, je voulais vous montrer cette diapo parce qu'elle est intéressante. Vous voyez un peu tous les symptômes ici, et vous voyez ici en orange les symptômes, et vous voyez qu'après traitement, pratiquement partout, c'est diminué de moitié après traitement hormonal. Donc, un mot sur la sécheresse vaginale. Donc, des douleurs lors des rapports, un inconfort, des pertes, des démangeaisons, des infections urinaires, incontinence, urgence. L'urologue va en parler tout à l'heure. Il y a beaucoup de traitements aussi, beaucoup de traitements sans hormones. Il faut les mettre régulièrement, plusieurs fois par semaine, même des fois tous les soirs pour certains. C'est pas remboursé et ça a un certain coût. Sinon, l'application vaginale d'œstrogène sous différentes formes, crème, bulles, comprimés. Faites attention si vous lisez la notice, parce qu'en fait, ça fait des années qu'ils disent qu'ils vont changer la notice dans le paquet. Et en fait, toutes les contre-indications, tous les effets secondaires, en fait, sont liés à la prise hormonale d'œstrogène par la bouche et pas en vaginal. Donc maintenant, même les femmes qui ont eu un cancer du sein, à discuter évidemment avec l'oncologue, etc. Mais on peut donner en local parce que ça n'a pas d'effet systémique, ça veut dire que ça ne passe pas dans le corps, c'est vraiment local. Et ça améliore vraiment, je mets le bon bouton, ça améliore vraiment tous ces symptômes.
Juste un mot de la DHEA, c'est en fait un précurseur des œstrogènes et de la testostérone, hormone mâle. Il y a des ovules qui, d'après les études, montreraient que non seulement ça va aider contre la sécheresse et tout ce disconfort vaginal, mais en plus ça augmenterait la libido. Laser aussi, le laser intravaginal, en fait, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent qu'en faisant du laser dans le vagin, on stimule les couches profondes du collagène et en fait, ça hydrate le vagin. Et donc, on fait quelques séances, 2-3 séances au début, et puis ensuite, un petit rappel une fois par année. Ça a un certain coût et évidemment, ce n'est pas remboursé. Un autre, je ne l'ai pas écrit, mais les rapports sexuels. Donc, les rapports sexuels fréquents, diminue la sécheresse vaginale grâce aux substances qui sont contenues dans le sperme. Donc ça, c'est important aussi à savoir. Alors, en conclusion, la ménopause est une étape importante et inévitable de la vie d'une femme. Elle est associée à de profondes modifications. Elle est également associée à des modifications des risques cardiovasculaires et des cancers. Ces risques peuvent être réduits par des mesures hygiéno-diététiques. Les symptômes peuvent être traités par des méthodes naturelles, par hormones ou par ce nouveau médicament qui agit sur la thermorégulation. La substitution hormonale doit être personnalisée et elle peut être prise au long cours, mais doit être réévaluée régulièrement. Merci pour votre attention. Alors, on a pensé que c'était bien de réunir un petit peu les questions à la fin des conférences. Donc, je laisse la parole à Dr Georgescu, qui est cardiologue à l'hôpital de la Tour. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui a répondu à cette invitation. J'ai vu aussi qu'il y a quelques hommes parmi nous qui auront été contents d'apprendre qu'ils sauront prendre la solution à certains problèmes. Je l'ai appris aussi. La ménopause, disons, la doctoresse Vallitton a déjà levé le voile un peu sur une partie de ma présentation et sur la raison pour laquelle je suis avec vous ce soir. C'est effectivement une bonne raison de prendre soin de votre cœur et il n'est jamais trop tard pour commencer. Je suis là parce qu'en fait, malgré certaines représentations en lien avec les cancers féminins, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité féminine. En 2022, en Suisse, il y a environ 30 décès quotidiens de femmes. Les maladies cardiovasculaires en lien avec la ménopause sont retardées, leurs premiers signes sont retardés d'environ 10 ans. Et puis, qu'est-ce que les maladies cardiovasculaires ? Comme son nom l'indique, en fait, c'est une atteinte notamment des vaisseaux avec en partie un vieillissement précoce. Les vaisseaux sanguins, on en trouve dans tous les organes. C'est pour ça que vous voyez en fait une atteinte qui peut être assez diffuse, qui va des artères des jambes, des intestins, une atteinte au niveau du cerveau, qui peut se manifester comme un accident vasculaire cérébral. Et puis, bien évidemment, une atteinte au niveau cardiaque avec l'infarctus. C'est aussi des insuffisances cardiaques, des maladies du muscle, des dégénérescences précoces des valves. Et puis, une dernière catégorie, c'est finalement les caillots qui pourraient se former dans les vaisseaux et ensuite venir migrer aux artères du poumon et créer ce qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Si maintenant on se concentre un petit peu sur le cœur, mon domaine de prédilection, on sait que voilà, l'ischémie cardiaque, c'est ce que nous on parle de ça comme ça, c'est le manque de sang au niveau du cœur qui peut se manifester soit par l'infarctus, c'est l'événement aigu, soit par l'angine de poitrine, qui est un déséquilibre entre la demande du muscle et l'apport possible par les vaisseaux. L'apport commence en sortant de l'aorte par les artères coronaires, dont il y a 3 majeures, et puis l'atteinte des coronaires peut être multiple. On peut avoir le vieillissement précoce que
dont vous avez peut-être entendu parler, qui est finalement le dépôt de cholestérol, de cellules inflammatoires dans les vaisseaux, qui amène à un rétrécissement progressif du vaisseau ou à l'infarctus par rupture de cette plaque et formation d'un caillot à ce niveau. Un autre mécanisme d'atteinte des vaisseaux, c'est le vasospasme ou la contraction aiguë du vaisseau, du muscle même du vaisseau, qui, s'il se prolonge, peut également causer l'infarctus, mais la plupart du temps, c'est plutôt de l'angine de poitrine. Ensuite, un autre mécanisme qui peut toucher les coronaires et qui est pour le coup nettement moins connu, c'est la dissection coronarienne spontanée, dont on connaît deux mécanismes, soit la déchirure de la paroi interne du vaisseau avec infiltration de sang entre les deux couches qui rétrécit la taille de la lumière du vaisseau, soit la création d'un hématome, c'est-à-dire un bleu en fait, entre les différentes couches du vaisseau. Et tout ça aboutit finalement à une diminution du flux sanguin et à une souffrance du muscle cardiaque. Ce que je n'ai pas mis sur cette diapositive, c'est aussi la possibilité d'un caillot qui s'est formé ailleurs et qui vient se loger dans une coronaire de la même manière qu'il le ferait dans les poumons. Le vasospasme et la dissection spontanée sont des choses qui sont plus fréquentes chez les femmes. Le vasospasme en lien avec la consommation de cigarettes, le froid, le stress, et puis la dissection spontanée aussi en lien avec le stress et avec des changements hormonaux, notamment en péri-grossesse. Quand on parle de circulation cardiaque, alors tout le monde a l'idée de la circulation des coronaires, mais en fait, le sang, il ne s'arrête pas à la fin de la coronaire. La coronaire, elle va se subdiviser en petits vaisseaux qui eux-mêmes se subdivisent et qui vont ensuite irriguer vraiment au niveau microscopique le muscle. Et puis là, vous avez une image où on met en évidence la microcirculation, puis vous voyez en fait que c'est une énorme partie de la vascularisation du cœur, et la microcirculation est plus souvent atteinte chez les femmes. Elle est plus difficile à mettre en évidence parce qu'il ne suffit pas de faire une coronarographie ou un scanner, il faut des moyens un peu particuliers, un PET-CT ou des tests spécifiques durant l'angiographie coronaire. Voilà. C'est quoi les signes du manque de sang au niveau cardiaque? C'est effectivement, ils étaient décrits surtout chez l'homme, parce qu'on avait l'impression au début que c'était surtout les hommes qui étaient touchés, avec une sensation d'oppression thoracique, parfois ressentie dans le cou, la mâchoire et les bras. Ça peut aussi s'exprimer comme ça chez une femme, bien évidemment, mais on a d'autres symptômes et parfois on n'a pas ces douleurs thoraciques typiques. On peut avoir des sensations de brûlure d'estomac, une douleur dans le haut du ventre, des nausées, des vomissements, une grosse fatigue, des sueurs froides et puis vertige. Donc c'est vrai que ce qu'on conseille, c'est que si ces symptômes surviennent de manière aiguë, persistent, il faut consulter un centre d'urgence et si la personne se sent vraiment mal, c'est le 144. Maintenant, il existe évidemment des facteurs de risque pour développer la maladie cardiovasculaire. Cette cible, on l'utilise à l'hôpital de la Tour pour faire les dépistages qui sont offerts sur rendez-vous, qui sont remboursés par l'assurance. Et puis, comme vous le voyez, il y a des facteurs de risque qui sont communs aux hommes, aux femmes. Et puis, on parlera sur la slide d'après de ce qui est plus en lien avec les femmes. Mais vous voyez, on a l'hypertension artérielle, en commençant par ici. En lien avec cela, le sel, qui a tendance à augmenter la tension. Là, on retrouve le périmètre abdominal, cette fameuse graisse abdominale qui est moins bonne au niveau métabolique que celle qui se met sur les hanches. Ici, vous avez les triglycérides, qui sont un type de graisse, le HDL qu'on appelle communément le bon cholestérol et le LDL ou mauvais cholestérol. Et
ces troubles du cholestérol souvent sont aussi en lien avec l'hérédité. On peut malheureusement hériter d'un mauvais cholestérol. On retrouve l'âge, évidemment, l'alcool, le tabac, et puis le diabète ici. Maintenant, je vais passer aux facteurs de risque qui sont un petit peu plus féminins, même plus qu'un petit peu plus, parce que durant la grossesse, on retrouve le diabète ou l'hypertension de grossesse, qui souvent sont des précurseurs en fait d'hypertension qui va se développer ou de diabète qui va se développer par la suite. Un faible poids de naissance est aussi un facteur de risque cardiovasculaire, donc d'avoir un bébé de faible poids. La prééclampsie, la doctoresse Vallitton en a parlé, c'est en fait une crise hypertensive aiguë avec une atteinte d'autres organes, le foie, la coagulation, et qui nécessite un accouchement en urgence. Et puis le stress, c'est pas spécifiquement féminin, on le sait, mais c'est vrai que par contre la charge mentale malheureusement reste souvent sur le dos des femmes. Tout ce qui est en lien avec la maison, avec les enfants est encore pas répartis de manière égalitaire, et il y a au minimum 60% plutôt chez la femme que chez l'homme. Et puis enfin, la ménopause précoce, qu'elle soit naturelle ou secondaire à une chirurgie. Maintenant, comme ça, on va parler on a parlé un petit peu, mais les changements liés à la ménopause, c'est une modification de la répartition des graisses qui devient plus centrale. Et cette graisse centrale, elle a un métabolisme différent. Et puis, on voit également dans les études de suivi du cholestérol une augmentation du mauvais cholestérol d'environ 10-11%, une augmentation des triglycérides et une diminution du bon cholestérol. On note une diminution de la tolérance au sucre. C'est-à-dire qu'en gros, le glucose va moins bien rentrer dans les cellules en raison d'une moins bonne sensibilité à l'insuline. Et puis enfin, on note les changements artériels en lien justement avec cette vasoréactivité, avec l'apparition d'hypertension artérielle qui n'était pas forcément présente auparavant, et une sensibilité au sel. On a parlé de la substitution hormonale. Pour l'instant, on ne l'utilise pas comme prévention d'emblée parce que justement, il y avait eu pas mal de questionnements par rapport aux études qui avaient été effectuées. Et puis finalement, en les analysant à nouveau, on s'est rendu compte que c'est le temps d'introduction de l'hormonothérapie qui probablement donnait en fait le côté cardioprotecteur ou pas. Donc c'est vrai que maintenant il est recommandé d'introduire la substitution dans les 10 ans pour obtenir une protection contre ces maladies cardiovasculaires. Évidemment, il y a des cas particuliers, ça doit se discuter, mais dans les cancers hormonosensibles, on n'aura pas forcément envie de donner des œstrogènes. Et puis, comme la doctoresse Vallitton le soulignait, en cas de thrombose, on va privilégier des voies à travers la peau. Donc, est-ce que est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui. C'est effectivement le moment d'agir, le plus tôt est le mieux, mais autant profiter de ce moment un peu clé dans la vie d'une femme pour se remettre un peu en question, diminuer sa consommation d'alcool, arrêter le tabac, sachant que même une cigarette par jour a été prouvée nocive. Il n'y a pas de consommation pas dangereuse de tabac, malheureusement. Il faut, si possible, augmenter son activité physique et puis améliorer l'alimentation en privilégiant en fait certains aliments, mais on a une nutritionniste qui va nous en parler. Et puis trouver des moyens de gérer le stress. On a déjà un petit peu abordé la question. Et puis c'est aussi le moment d'agir sur le plan du suivi.
profitez du dépistage chez le gynécologue qui pourra vous envoyer ici, si nécessaire, chez le généraliste ou chez un spécialiste si le juge nécessaire, pour voilà, suivre la tension au moins une fois par an et puis effectuer au moins une fois par an un bilan de cholestérol et du sucre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'écouter les signes d'alerte, parce qu'on sait que les femmes ont tendance à prendre soin des autres et de prendre beaucoup moins soin d'elles. C'est une mauvaise habitude qu'il faut changer. Et puis, je tiens aussi à souligner qu'une bonne partie de l'infographie vient de l'association Agir pour le cœur des femmes, avec lequel on a fait une conférence en automne passé, qui est une bonne source d'information si vous avez plus de questions par rapport à tout ça. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir, en tant qu'urologue tout d'abord, mais aussi en tant que femme, pour parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, on va le voir, et qui reste malheureusement encore très tabou. En préparant cette présentation, j'ai repensé à toutes ces patientes qui m'ont dit « si j'avais su, je serais venue consulter plus tôt ». Et effectivement, j'ai toujours trouvé tellement dommage cette méconnaissance autour des troubles urinaires liés à la ménopause. Donc j'ai envie de vous dire stop au fatalisme, place à l'optimisme, et puis découvrons les solutions. Alors pourquoi ce sujet ? Comme je viens de vous le dire, c'est quelque chose qui touche beaucoup de femmes. 20 à 45% des femmes ménopausées sont touchées par ce fameux syndrome génito-urinaire de la ménopause, qui va englober aussi bien les troubles urinaires que les troubles sexuels et vulvo-vaginaux. Et parmi ces femmes, plus de 1 sur 2 souffrira de symptômes urinaires. Alors ça fait beaucoup, mais pas de panique. Je vous ai dit, on a des solutions. Et on va les voir. Donc le but de cette présentation, tout d'abord, essayer de comprendre un petit peu le lien entre ce syndrome génito-urinaire lié à la ménopause et les troubles urinaires. Parce que beaucoup de mes patientes me disent, mais finalement, quel est le rapport entre les problèmes vaginaux, œstrogènes et puis la vessie? On va voir qu'il y a effectivement un fort lien. Reconnaître ces troubles urinaires les plus fréquents liés à la ménopause. Et puis, on va, comme je vous l'avais promis, essayer de passer en revue les différentes solutions qui existent. Et on verra qu'il y a un très large arsenal thérapeutique à notre disposition, et donc il y a forcément une solution qui vous conviendra. Alors, quel est le rôle de cette fameuse baisse du taux d'œstrogène et de stéroïdes sexuels sur les troubles urinaires et sur le fonctionnement de la vessie? En fait, c'est assez simple. Les voies urinaires et génitales féminines partagent une origine embryologique commune. Il existe d'ailleurs des récepteurs de stéroïdes sexuels dans l'urètre, dans la vessie, dans la musculature du plancher pelvien. Donc on comprend bien qu'un changement, une modification de ces taux d'œstrogènes et stéroïdes sexuels vont influer sur le système urinaire. Cette baisse d'œstrogène va notamment diminuer la vascularisation des tissus, donc fragiliser les tissus et la barrière protectrice naturelle de ces tissus, et notamment favoriser les infections urinaires, on le verra. Il va y avoir aussi un changement du ratio collagène-muscle lisse, donc une diminution de l'élasticité en fait, des tissus, diminution de la production du glycogène, augmentation du pH vaginal et modification de la flore vaginale habituelle, qui sert aussi à la protection, notamment pour les infections urinaires. Alors, avant de parler d'infections urinaires, on va s'intéresser à un gros sujet, un gros domaine, une grosse partie en fait, des troubles urinaires qui sont liés à la ménopause, qui est l'incontinence urinaire. Alors l'incontinence urinaire, ça veut un peu tout et rien dire, ce sont juste en fait des pertes d'urine involontaires. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs types d'incontinence. Et ça va être très important parce que chaque type d'incontinence a une cause différente et donc des traitements différents.
Le plus fréquent, l'incontinence d'effort, qu'on connaît presque toutes, qui sont en fait des pertes urinaires liées, comme son nom l'indique, à des efforts. Donc tout ce qui va augmenter la pression abdominale, augmenter la pression sur la vessie, va déclencher des pertes. Et là, le mécanisme vient en fait d'une fragilité du sphincter, qui est ce muscle en anneau qui entoure le canal par lequel on urine, et qui, pour certaines raisons, n'est plus compétent ou n'exerce plus correctement son travail. Un autre grand type d'incontinence urinaire, et là encore extrêmement fréquent à la ménopause, c'est l'incontinence d'urgence. Comme son nom l'indique à nouveau, c'est très simple, ce sont des pertes urinaires liées à des urgences. Donc la vessie, qui est un gros ballon de muscles, peut se contracter de manière complètement anarchique et imprévisible. Et quand elle se contracte, elle vous donne l'information qu'il faut aller uriner, sauf que vous êtes en train de choisir vos tomates à la Migros. Donc ce n'est pas vraiment le moment. Et là, évidemment, le temps d'arriver aux toilettes, vous pouvez perdre. Il y a aussi ce fameux syndrome de la clé dans la porte, que beaucoup connaissent. Donc on arrive à la maison, on met la clé, et puis il faut y aller, il faut se dépêcher. Voilà, ça, c'est l'incontinence d'urgence, qui, comme je vous l'ai expliqué, vient de la vessie, d'accord, et non pas du sphincter. Votre sphincter est tout à fait compétent. C'est vraiment une problématique de la vessie elle-même. Et puis après, il y a les grandes chanceuses, les gagnantes du loto, qui ont une incontinence mixte, donc à la fois d'effort et d'urgence. Alors, comment on pose le diagnostic? Comme je vous l'ai dit, la clé, ou en tout cas une grosse partie du diagnostic, va être posée déjà dès l'anamnèse. Donc, ça va être très important quand vous racontez la manière dont vous perdez les urines. Ça va être très important pour nous parce que dès l'anamnèse, on va tout de suite pouvoir savoir quel type d'incontinence vous présentez. L'examen clinique va permettre de confirmer finalement cette hypothèse. Venez toujours la vessie pleine chez l'urologue. Toutes mes patientes me disent « Non, mais je ne peux pas, si vous m'examinez vessie pleine, je vais en mettre partout. » Tant mieux, c'est ce que je veux. D'accord? C'est ce que je veux. Pourquoi? Parce que ça me permet de confirmer mon diagnostic et de voir exactement par quel mécanisme vous perdez et pouvoir adapter au mieux mes traitements. L'examen clinique va me permettre aussi de voir s'il n'y a pas d'autres pathologies associées, comme notamment une descente d'organes, donc un prolapsus, problème neurologique ou une atrophie des tissus. En fonction de vos symptômes et du type d'incontinence que vous avez, parfois on s'arrête là et parfois on fait des examens complémentaires, mais pas toujours, avec des analyses d'urine, calendrier mictionnel. On peut faire aussi une imagerie des voies urinaires pour voir si les reins vont bien, si la vessie va bien, avec une cystoscopie, qui est une petite caméra introduite dans la vessie. Ça fait pas mal, je vous rassure. Et puis, on peut éventuellement, pour les cas un petit peu plus complexes ou les patientes qui ont justement une incontinence mixte, pour essayer de comprendre un petit peu mieux les choses, faire un bilan urodynamique, qui est un examen avec des capteurs qui va nous permettre vraiment d'évaluer en profondeur la fonction vésicale et sphinctérienne. Alors, je vous l'avais promis, il y a des solutions. Je ne vous avais pas menti, il y en a plein. Et rien que ça, rien que ce tableau, c'est juste pour l'incontinence d'effort. Alors, comme en voiture, on démarre toujours en première, on ne démarre pas en sixième. Donc, quand on commence un traitement pour l'incontinence, on démarre avec des choses simples, sans risque, mais quand même efficaces. Et je pense bien sûr à la physiothérapie, ainsi qu'aux mesures comportementales. Et pour l'incontinence d'effort, la perte de poids fait partie des mesures comportementales importantes. Il faut savoir que si vous perdez 8% de votre poids, il y a déjà une répercussion, une diminution attendue de 50% de votre incontinence urinaire. Donc le poids est extrêmement important. Donc pour les personnes en surpoids, il y a un intérêt clair à perdre du poids par rapport à l'incontinence d'effort. Ça nécessite par contre une certaine discipline, mais ça, bon, je pense qu'on l'a toute. En plus de la physiothérapie, on peut aussi ajouter des médicaments, œstrogènes et lactobacilles, le duo gagnant. Donc les lactobacilles, ce sont les bonnes bactéries vaginales qui, comme je vous l'avais dit, à cause de la diminution des œstrogènes, vont disparaître et peuvent fragiliser en fait le vagin et la protection contre les infections. Et fragiliser aussi l'urètre et le sphincter. Donc, redonner des œstrogènes et des lactobacilles peut tout à fait aider pour l'incontinence d'effort. La duloxétine, c'est un antidépresseur
le taux de succès n'est pas miraculeux, vous voyez, c'est 50%. Il y a aussi quand même pas mal d'effets secondaires, donc c'est quelque chose qu'on garde en tête, principalement pour les patientes qui veulent éviter des traitements plus invasifs, mais ce n'est pas non plus miraculeux. Une fois que si ces traitements conservateurs, on va les appeler comme ça, ne marchent pas, on peut passer au traitement de seconde ligne, qui sont des traitements chirurgicaux. Et on a notamment les injections de bulkamide, qui est en fait une sorte de gel, d'agent de comblement, qui est à 97% composé d'eau, et qu'on va injecter directement à côté du canal par lequel vous urinez pour renforcer le sphincter. C'est rapide, ça s'injecte par les voies naturelles, ça nécessite quand même effectivement d'aller au bloc opératoire, mais c'est rapide et c'est quand même et c'est peu invasif. En revanche, c'est un petit peu moins efficace que les autres options chirurgicales, notamment la bandelette sous-urétrale que tout le monde connaît évidemment. Alors beaucoup connaissent la bandelette synthétique, que ce soit TVT ou TOT, c'est du matériel synthétique, mais il y a aussi les bandelettes autologues. Pour celles qui craigneraient les bandelettes synthétiques, la bandelette autologue, c'est quoi? C'est en fait une bandelette que l'on crée à partir de vos propres tissus, qu'on prélève au niveau de l'abdomen, donc au niveau de ce qu'on appelle le fascia, qui est en fait un tissu qui recouvre vos muscles au niveau de l'abdomen. Et avec ça, on prend un petit bout et on crée une bandelette. Donc c'est une bandelette totalement naturelle, on va dire, et qui évite justement la fameuse problématique des érosions dont on a beaucoup entendu parler, notamment en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, il y a eu tout un buzz médiatique autour des érosions liées aux mèches synthétiques. Mais je vous rassure, c'est extrêmement rare et les bandelettes synthétiques marchent très bien et sont très efficaces et les complications sont vraiment rares. Il y a aussi la colposuspension qui là est une chirurgie un petit peu plus lourde où on va on va passer par la voie abdominale, souvent par la paroscopie et on va aller fixer par le haut l'urètre et le col vésical pour éviter l'incontinence. Le sphincter urinaire artificiel, enfin, je passerai rapidement sur ça. C'est une excellente possibilité de traitement avec 90% de succès, mais qui est quand même assez invasif, où on va en fait tout simplement remplacer votre sphincter qui serait incompétent par une sorte de bracelet, de manchette qui se remplit d'eau, que l'on met autour du canal par lequel vous urinez et qui va fermer le canal par lequel vous urinez. La seule problématique, vous allez me dire, mais comment j'urine? Eh bien, il faut l'activer. Donc, à chaque fois que vous allez faire pipi, il faut activer ce sphincter avec une petite pompe que l'on place dans votre grande lèvre. Donc, ça marche très, très bien, mais c'est un petit peu complexe. Donc, on réserve ça vraiment plutôt pour les patientes qui ont échoué à tout ça. Donc, c'est vraiment en dernier. Alors, deuxième tableau, les traitements pour l'incontinence d'urgence. Vous voyez à nouveau plein de possibilités. Donc, il y a forcément une option pour vous. Comme toujours, on peut commencer par les traitements conservateurs avec physiothérapie de rééducation vésicale, les mesures comportementales. Alors, pour tout ce qui est incontinence d'urgence, comme on l'a dit, ça vient d'une vessie qui est trop énervée, trop hyperactive. Donc là, il faut la calmer. Et la caféine, c'est un excitant très important pour la vessie. L'alcool également. Donc caféine, alcool, on évite. Les médicaments, œstrogène, lactobacille, le duo gagnant, il est toujours là. Et puis il y a aussi les anticholinergiques et les bêta-3 adrénergiques, ou plus communément appelés BETMIGA. Vous avez peut-être déjà entendu parler de celui-là, qui est très bien parce qu'il est aussi efficace, on va dire, que les anticholinergiques classiques, avec moins d'effets secondaires. Les anticholinergiques, il y a quand même 10 à 15% des patientes qui peuvent avoir notamment sécheresse buccale, sécheresse oculaire, constipation. Donc, à long terme, on a un petit peu moins de compliance avec les patientes, mais le BETMIGA est vraiment excellent, on a de super résultats et c'est vraiment très, très efficace. Si ces traitements conservateurs ne fonctionnent pas, on peut aussi passer au traitement de seconde ligne, notamment la neurostimulation tibiale postérieure, qui fonctionne en fait avec des patchs et un appareil que vous pouvez louer et avoir donc directement chez vous à la maison, faire les séances à la maison dans votre canapé. Et en fait, ce traitement, c'est simplement, via des patchs, une électrostimulation douce du nerf tibial postérieur qui voyage en fait à un moment donné avec les nerfs de la vessie. Et l'idée est de doucement stimuler ce nerf pour relaxer la vessie. Ça marche
moyennement, mais ça marche quand même. L'avantage, c'est que c'est très peu invasif. En revanche, c'est très chronophage. Pour pouvoir espérer obtenir une réponse, il faut 20 minutes tous les jours pendant au minimum 3 mois. Donc ça, c'est un très bon traitement pour les personnes qui ont le temps, qui veulent vraiment rien d'invasif et qui ont, comme je vous disais, le temps de faire ça tranquillement à la maison. Pour celles qui sont plus actives, on a une super solution, le Botox. C'est pas que pour les rides. Voilà, ça marche très bien aussi pour la vessie. C'est exactement le même produit, sauf qu'on utilise des doses beaucoup plus fortes pour la vessie. Comme vous voyez, 75, voire même 75 à 80% de succès, ça marche extrêmement bien. C'est rapide, c'est efficace, ça se fait en anesthésie locale, donc ça s'injecte en anesthésie locale au cabinet. Ça prend 20 minutes et vous êtes tranquille pour en tout cas 6 à 12 mois. Parce que oui, malheureusement, ce n'est pas un traitement définitif. Le Botox, comme pour les rides, au bout d'un moment, il est éliminé par le corps. Et tous les 6 à 12 mois, on doit réitérer l'injection. Et puis pour celles qui ne veulent pas venir me voir 1 à 2 fois par année, ce que je peux comprendre, eh bien, il y a l'option de la neuromodulation sacrée, qui est en fait une sorte de pacemaker pour la vessie qu'on va implanter en bas du dos, qui marche aussi extrêmement bien, mais qui est un petit peu plus lourde en termes d'investissement au départ, puisque ça nécessite 2 chirurgies sous anesthésie générale et un changement de batterie tous les 10 ans en moyenne. Voilà, donc vous voyez, du moins invasif au plus invasif, on a vraiment tout un panel d'options qu'on peut discuter, qu'on peut adapter à chacune d'entre vous, celles qui sont moins actives, plus actives, qui veulent quelque chose de plus invasif, plus radical, etc. Il y a solution pour tout le monde. Alors, outre l'incontinence urinaire, il y a aussi les problématiques d'hyperactivité vésicale qui sont en lien avec la ménopause. Donc, à la ménopause, ou en périménopause, il y a effectivement beaucoup de patientes qui vont commencer à uriner beaucoup plus qu'avant, aussi bien le jour que la nuit, avec des urgences. Donc, comme je vous disais, vous choisissez vos tomates à la Migros, puis d'un coup, la vessie, elle s'excite et il faut y aller. Il n'y a pas toujours une incontinence d'urgence associée, donc parfois, c'est simplement des envies pressantes, et puis vous arrivez quand même à contrôler, mais tous ces symptômes, donc d'urgence, de pollacurie, d'uriner beaucoup la journée, de nicturie, uriner beaucoup la nuit, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'hyperactivité vésicale, et ça peut tout à fait être lié à votre ménopause. Ça touche quand même 1/3 des patientes après 65 ans, donc c'est pas rien. Le diagnostic, il se pose de la même manière que pour l'incontinence, avec une anamnèse, un bon examen clinique et quelques investigations complémentaires si besoin. Les traitements, eh bien, sachant que c'est exactement le même mécanisme que pour l'incontinence d'urgence, puisque l'incontinence d'urgence vient de l'hyperactivité vésicale, donc il y a vraiment un lien de ces deux troubles. Le traitement de l'hyperactivité vésicale va être exactement le même que pour l'incontinence d'urgence. Donc, les traitements conservateurs initiaux qu'on débute, physiothérapie, mesures comportementales, donc comme je vous disais, éviter le thé, le café, l'alcool, tout ce qui va être acide, donc les tomates, les agrumes, ça irrite beaucoup la vessie. Et puis il y a les médicaments qu'on peut donner également en support, on en a déjà parlé. Si ça ne marche pas, la neurostimulation tibiale postérieure, le Botox, la neuromodulation sacrée sont toujours d'actualité. Et enfin, un autre sujet aussi très important, ou très fréquent en tout cas, les infections urinaires à répétition, donc les fameuses cystites qui peuvent pourrir la vie. Quand est-ce qu'on parle de cystite à répétition? C'est quand on a plus de 3 infections par année ou plus de 2 en 6 mois. On rentre dans cette catégorie d'infections à répétition. En deçà, ça reste quelque part normal pour les femmes, tout simplement pour une raison anatomique, parce que notre urètre est très court, très proche de l'anus, parce que les cystites en fait viennent de bactéries qui proviennent du système digestif, et donc on est beaucoup moins chanceuse que les hommes. Les bactéries arrivent à remonter beaucoup plus facilement jusqu'à notre vessie. À la ménopause, ce risque d'infection urinaire à répétition s'accroît, comme on l'a vu, à cause de l'altération de ce microbiome vaginal, donc de ces fameuses lactobacilles que l'on perd et qui étaient initialement protectrices, diminution de la vascularisation tissulaire, à nouveau diminution de la barrière protectrice et augmentation du pH vaginal. Pour les infections à répétition, ce qui va être aussi important
au départ de la prise en charge, ça va être de déterminer que, avant de dire bon, c'est la vieillesse, c'est la ménopause, bon, ça, ok, mais il faut être sûr que sur les voies urinaires, sur vos voies urinaires, donc des reins jusqu'à la vessie, il n'y ait pas de foyer infectieux chronique, un calcul, un polype. Donc on peut être amené à faire des imageries des voies urinaires par échographie ou scanner, et une cystoscopie qui, comme je vous disais avant, est un petit examen avec une caméra dans la vessie. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même initialement les premiers temps quand vous sentez ça commence à piquer, je commence à être un peu gênée, je vais un peu plus souvent aux toilettes, les urines commencent à sentir mauvais. Première chose, beaucoup vous hydrater, au minimum 1,5 litre à 2 litres par jour pour vraiment, par action mécanique, en fait, plus vous allez boire, plus vous allez uriner et plus vous allez nettoyer votre vessie et les bactéries avec. D'accord ? Donc c'est vraiment très simple, mais c'est très efficace. Vous pouvez prendre aussi des antidouleurs, paracétamol pour les douleurs, ibuprofène pour l'inflammation, et ça marche extrêmement bien, l'ibuprofène, pour calmer justement l'inflammation vésicale qui est à l'origine de vos symptômes. Vous pouvez aussi prendre des traitements non antibiotiques, donc ce fameux Démanose ou Fémanose que vous pouvez acheter en pharmacie sans prescription médicale, qui est en fait un sucre naturel qui va qui va rentrer en compétition en fait dans la vessie avec les bactéries. Donc les bactéries s'accrochent sur certains récepteurs de la paroi vésicale, et ce Démanose, il va se mettre sur ces récepteurs. Donc il va empêcher les bactéries de s'accrocher, et quand vous allez aller faire pipi, vous les nettoyez, vous les flushez avec. Le cranberry marche aussi, en jus, en tablette, tout ce que vous voulez. D'accord. Sur prescription médicale, il est possible que vous ayez aussi des antibiotiques à démarrer vous-même à la maison, donc une petite boîte d'antibiotiques en réserve, c'est tout à fait possible. Mais pensez bien, si vous avez ça, à faire un prélèvement d'urine pour le laboratoire avant, pour qu'on sache exactement quelle bactérie, et si vous n'avez pas entre-temps développé des résistances. Si toutes ces mesures ont échoué, ou si vous avez d'autres symptômes associés, comme de la fièvre, des douleurs dans les reins, donc en bas du dos, des nausées ou des vomissements, n'attendez pas, allez directement consulter votre généraliste. Maintenant, comment prévenir? Parce que guérir c'est bien, mais prévenir c'est mieux. À nouveau, toujours cette hyperhydratation, très important, 1,5 litre par jour. Moi, je suis un vrai chameau. Je bois rien du tout, probablement moins que 500 ml par jour si je m'écoutais. Donc il existe en fait, et je m'en suis acheté une alarme d'hydratation. Vous pouvez l'acheter sur Internet, ça coûte 25 francs, ou la commander avec via votre pharmacie. Et en fait, vous pouvez l'accrocher à une gourde, une bouteille, n'importe quoi. Et toutes les 45 minutes, elle va, donc c'est vraiment de la taille d'une pièce de 2 francs, et toutes les 45 minutes, cette alarme, elle va flasher une lumière lumineuse pour vous rappeler qu'il faut boire. Et elle ne va pas s'arrêter tant que la bouteille n'a pas été soulevée. Donc c'est quand même très efficace, clairement. Alors ça ne fait pas de bruit, mais il faudrait peut-être inventer ça. En ce qui concerne l'hygiène intime, ne pensez pas que les infections urinaires à répétition sont en lien avec un manque d'hygiène, c'est totalement faux bien sûr, et au contraire évitez de trop vous laver, parce que plus vous allez vous laver, plus vous allez perturber le vagin et sa nature protectrice naturelle. Évitez les spermicides, toujours s'essuyer d'avant en arrière, porter des sous-vêtements en coton, les choses habituelles qu'on connaît, bien vider sa vessie après les rapports, ça je pense ça c'est une des mesures les plus importantes pour vraiment à nouveau mécaniquement nettoyer les bactéries et éviter qu'elles s'accrochent. Les traitements non antibiotiques, toujours lactobacilles, œstrogènes, toujours le Diogagnant, Démanose cranberry, et puis ce fameux Urovaxum dont on entend beaucoup parler, qui marche en effet très bien, qui est une immunothérapie, donc on fait une sorte de vaccin oral avec des comprimés à prendre une fois par jour en cure de 3 mois et qui va booster votre système immunitaire à combattre les bactéries et notamment les Escherichia coli. Pour celles qui sont vraiment très douées et qui sont totalement réfractaires à tout ça, on a les prophylaxies antibiotiques. Donc là, on appelle à l'aide nos collègues infectiologues pour discuter avec eux éventuellement d'une prophylaxie antibiotique, que ce soit au long cours avec des microdosages. On peut aussi faire, comme je vous disais, du self-start antibiotique. Donc à la demande, vous avez une petite boîte à la maison et puis selon vos symptômes, vous commencez les antibiotiques par vous-même. Ou post-coïtal, pour les patientes qui vraiment, à chaque rapport, ont droit à leur cystite. On peut tout à fait faire une antibiothérapie post-coïtale avec un comprimé antibiotique à prendre 1 à 2 heures après le rapport. Donc, en conclusion, les troubles urinaires associés à la ménopause sont fréquents. C'est un réel défi pour de nombreuses femmes qui impactent énormément la qualité de vie, c'est clair. Il faut en parler, il y a des solutions. Les symptômes, tous ces symptômes urinaires dont on a parlé, pour avoir une meilleure
disons, le meilleur traitement adapté pour vous nécessite souvent une approche multidisciplinaire, comme je disais, avec les infectiologues, les gynécologues, les urologues, les physiothérapeutes, évidemment, primordiaux dans la prise en charge. Et puis, trouver la meilleure option pour vous, que ce soit un traitement médical, comportemental, parfois chirurgical, mais en tout cas, il y a un traitement pour tout le monde. Donc, des solutions existent. Parlez-en à votre médecin. Et puis, laissez-nous vous aider à prendre soin de vous. Voilà. Merci beaucoup. Moi, je suis pas un chameau. Je suis pas un chameau. Et puis, ce que j'en pense, c'est qu'à partir de la périménopause, il faut s'accepter comme on est. Et puis, être bien avec soi-même. Alors voilà, j'ai un peu ça. Donc voilà, je vous propose de voir une autre facette, en fait, de cette étape de vie. Parce que c'est vrai que c'est une période assez délicate dans la vie des femmes, aussi des conjoints, Enfin, c'est une période qui est accompagnée de plusieurs modifications, transformations, qui touchent aux émotions et au corps. Et que c'est vrai qu'il y a tous ces remaniements, une fois de plus, je dirais, qui fait partie de la vie de la femme, d'un parcours de vie entre la naissance, la puberté, la période de fertilité, de reproduction et ensuite la ménopause, et que voilà, ça nous titille, ça nous fait beaucoup travailler en fait, aussi au niveau psychique. Et puis qu'il y a plusieurs manières aussi de le vivre, hein. Il y a des personnes qui se sentent assez souvent en crise, on a vu aussi les aspects émotionnels très fluctuants, les difficultés aussi à stabiliser un peu ses humeurs, et puis il ne faut pas banaliser, il ne faut pas non plus se sentir disons comme si on était malade à cause de la ménopause. Donc toutes ces différences, on va les discuter aussi ensemble. Et puis quels signaux d'alerte aussi quand vraiment ça ne va pas et qu'il faut aussi pouvoir consulter un psychologue ou psychiatre ou autre spécialiste de la santé mentale. Et puis finalement, on va oser parler un peu de la sexualité aussi. C'est aussi un peu tabou comme pas mal de choses dans cette période de vie. Mais l'envie d'avoir envie, pour aussi un petit clin d'œil aux hommes, qui sont peu nombreux, mais en tout cas, merci de vous intéresser aussi à la thématique en nous accompagnant dans cette étape de vie. Donc c'est vrai, comme je le disais avant, quand on est fille et on devient femme, on est confronté à ces attentes de transformation. Déjà, quand on est dans la phase périménopause, on attend. Quand on est une enfant autour de 10, 11, 12 ans, on sait que les règles vont arriver, on attend. Ensuite, si on a envie de tomber enceinte, on attend que ça vienne, ça vient pas. Tous ces doutes, ces incertitudes, et puis cette attente après, autour de la périménopause, qui repart vraiment sur d'autres thématiques, d'autres symptômes, et le biologique qui nous amène aussi à plus savoir trop quoi faire, à moins bien se connaître pendant une période de vie. Donc c'est vrai que ça peut être plus ou moins anxiogène, plus ou moins aussi stressant d'attendre et puis de se sentir dans toutes ces questions. Est-ce que je vais avoir tous les symptômes? Parce qu'on l'a vu, il y en a énormément. Là, on est dans de l'information sur beaucoup de thématiques, donc on rigole un peu, mais on rit un peu en étant un peu inquiète aussi de tous ces signaux qu'il faut aussi pouvoir adresser à des spécialistes. Et on a la chance ici d'avoir aussi des soins à Genève aussi bons. Mais c'est vrai, ça nous questionne sur les changements. Et puis, est-ce qu'on va aussi être encore aimée, aimable, être séduisante avec ces changements, ces kilos en plus, ces cheveux blancs. Il paraît qu'au Bastion, il y a une exposition Silver Power sur des femmes genevoises qui ont pris, qui se prenaient en photo, en tout cas qui ont fait une exposition pour montrer qu'on peut être aussi avec des cheveux blancs après un certain âge et s'assumer comme ça, avec une belle chevelure blanche. Donc moi j'irai voir aussi, j'ai su ça aujourd'hui.
Et puis ensuite, ben, c'est aussi cette complexité un peu d'attendre, d'être passif, impuissant, parce qu'on ne sait pas trop comment on va réagir, et puis comment le corps aussi va réagir. Et puis ben, voilà, c'est vrai que les hommes, ils sont un peu moins confrontés que nous à ces cycles, ces passages, ces questionnements, et voilà, qui font aussi notre spécificité. Alors, évidemment, ben, ça touche à la féminité avec ces deux pôles qu'on a un peu abordés à travers aussi d'autres questions autour de la maternité. Mais c'est vrai qu'il y a, la doctoresse Vallitton nous montrait aussi le nombre d'ovocytes qui chute à un moment donné. Et puis, c'est vrai que ben, la fécondité, elle est longue quand même entre les ménarques et la ménopause, mais que c'est limité. Alors, il y a aussi une idéalisation, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs cultures. Enfin, en introduction, vous parliez aussi de ces femmes mélancoliques, sorcières, ou enfin, ces connotations, ces représentations sociales aussi de cette étape de vie qui sont extrêmement dures et aussi violentes parfois à l'égard de ce genre, du genre féminin, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des sociétés où on valorise en fait les femmes à la ménopause, où elles acquièrent un statut favorable, notamment dans certaines communautés en Amérique du Sud ou dans des communautés africaines ou aussi en Asie. Alors il peut y avoir aussi, ici chez nous, je trouve, ce statut favorable qui peut se déployer. Et puis que, en nous, on a aussi, heureusement, disons, quelque chose d'intemporel, c'est l'énergie de vie, c'est l'envie de transmettre des choses, c'est d'investir le féminin érotique, c'est-à-dire éros, c'est investir aussi des choses qu'on aime, qui nous font plaisir et qui nous donnent aussi un aspect vivant de la féminité qui se développe aussi avec l'affirmation de soi, avec l'envie de se respecter, l'envie de se sentir aussi femme malgré la fin de cette période de fécondité. Et que c'est important d'accepter par contre un peu tous ces changements, parce que c'est vrai que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Comme on l'a vu aussi, c'est des périodes parfois longues aussi. Donc le travail psychique à cette période de vie, il est aussi assez complexe parce qu'il faut à la fois on découvre, c'est inconnu, en même temps on s'informe, en même temps on regrette aussi des choses. Par exemple, là, une patiente, elle me racontait qu'elle a un nouveau conjoint qu'elle a rencontré après un divorce et qu'avec cette personne, l'âge étant passé, la fécondité étant passée, elle découvre que ça serait un père magnifique et puis qu'en fait, il n'est plus l'horloge biologique a sonné et c'est plus possible, disons, de pouvoir reconstruire une famille. Donc on est confronté à des deuils symboliques, c'est-à-dire aussi de cette envie de toute puissance, de pouvoir encore créer une famille. Et puis d'un autre côté, la réalité qui nous ramène aussi à qui on est, à ce qu'on est, et comment on doit aussi avancer avec certaines limitations qu'il n'y avait pas avant et tous ces changements. Et c'est vrai que ces prises de conscience liées à l'âge, mais aussi liées à des pertes, en fait, disons des choses qu'on ne peut plus faire comme avant, provoquent parfois des sentiments très dépressifs, des dévalorisations intérieures très fortes, des insécurités en fait émotionnelles ou des sentiments de plus pouvoir se sentir du tout comme avant, enfin des sortes de ruptures un peu avec un équilibre émotionnel d'avant, puis des risques de se dévaloriser plutôt que d'évoluer. Donc c'est vrai qu'il y a un peu, moi je trouve intéressant de travailler aussi un peu avec ces phases du deuil, parce que finalement c'est aussi un peu un modèle, disons, de représentation de ce qu'on peut vivre quand on perd un certain nombre d'avantages, on pourrait dire, ou alors pour certaines, c'est plutôt une libération aussi. Mais en tous les cas, disons, il y a des changements, et comme dans tous les changements, on doit un peu redéfinir le pour et le contre d'une situation. Et puis après, on doit intégrer ces changements pour leur donner leur part entière dans une nouvelle étape de vie, avec des nouvelles décisions, peut-être des projets, des changements, d'adapter, d'assouplir un peu ce qu'on s'était peut-être fixé il y a quelque temps comme objectif. Après, c'est vrai que, au niveau psychologique, le travail dont je parlais,
c'est aussi pouvoir finalement faire avec. Hein. On doit faire aussi avec un certain nombre de nouvelles voilà, données en fait, du corps, avec une fatigue, mollesse, des fluctuations émotionnelles qui sont normales, en fait, qui font partie de ces symptômes qu'on peut quand même un peu diminuer avec les traitements hormonaux ou non hormonaux, mais qui, malgré tout, vont être partiellement présents. Après, c'est vrai qu'on l'a vu sur ce dia aussi dans la présentation de la doctoresse Vallitton, tout ce que j'ai mis en bleu, c'est tout ce qui fait partie en fait, des signaux aussi anxio-dépressifs. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'est un peu la pagaille. On ne sait plus trop si on est déprimé, si on est trop anxieuse, si c'est vrai, si c'est faux, si on doit aller voir un psy, si on ne doit pas aller le voir, si ça va se traiter avec des hormones, si avec l'hormone ça va régler le problème ou pas. Enfin, hein, c'est un peu confus aussi au bout d'un moment. Donc c'est vrai que parfois les soignants ils peuvent aussi aider à clarifier, à y voir un peu plus clair sans forcément s'engager dans un suivi à long terme, mais que déjà de décortiquer un peu tous ces symptômes, d'avoir plusieurs personnes avec qui on peut parler. Enfin, on entendait aussi que les groupes d'hypnose ou les groupes de méditation, de yoga marchent bien, parce que c'est vrai que de se réunir aussi autour d'un problème entre femmes ou entre groupes de personnes qui partagent les mêmes soucis, déjà ça, c'est prouvé comme étant aidant aussi. Donc ça permet justement de ne pas banaliser, puis d'un peu relativiser aussi en étant plusieurs dans le même cas. Après, c'est vrai que, on l'a vu, tous ces symptômes anxio-dépressifs, ou en tout cas du registre aussi de la santé mentale, il faut aussi être attentif à ce qu'ils ne deviennent pas des symptômes d'un état dépressif, d'un épisode dépressif ou des signaux anxieux plus forts qui des fois sont un peu précurseurs aussi de dépression. Enfin, des fois il peut y avoir un peu des deux. Donc c'est vrai que si sur plusieurs semaines il y a des gros problèmes de sommeil, c'est-à-dire des insomnies, soit d'endormissement, soit des réveils précoces, c'est-à-dire de dormir peut-être moins de 3-4 heures par nuit, et puis que ça dure, et puis que voilà, ça amène un épuisement, il faut aussi pouvoir adresser cette question. S'il y a des problèmes d'appétit, soit trop ou pas assez, enfin des dérégulations aussi sur une longue période, des sentiments d'être très triste, dévalorisé, d'avoir une estime très basse, ou d'être en permanence avec un sentiment d'angoisse comme ça dans la poitrine qui est oppressant. Et puis aussi les aspects avec les autres, de se replier sur soi, de ne plus avoir envie de partager, de ne plus avoir l'intérêt pour sa famille ou pour son travail ou pour soi-même. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu les 4 points, les 4 angles, disons, qu'il faudrait aussi ne pas minimiser en fait, pour pouvoir traiter, parce que c'est vrai que les dépressions, les troubles anxieux se traitent quand même bien. C'est vrai que, comme mes collègues, j'ai des solutions, nous avons des solutions qui sont non médicamenteuses. Alors ça, si possible, hein, bien sûr, on aimerait bien pas forcément prescrire des traitements, mais parfois, il y a quand même des états qui sont très bien stabilisés par une petite dose d'un antidépresseur ou d'un autre traitement qui agit sur l'anxiété. Et puis qu'à ce moment-là, ça peut assez vite stabiliser aussi le sommeil, même si c'est des antidépresseurs qui se prennent plutôt le matin, mais il y en a aussi qu'on peut prendre le soir. Et puis il y a certaines études qui montrent aussi que ça calme un peu les symptômes vasomoteurs de la ménopause. Voilà, c'est en tout cas à tester, puis il n'y a pas énormément de risques en fait quand même avec ces traitements. Enfin, si ça ne marche pas, que ce n'est pas supporté, on l'arrête. Et puis il y a vraiment un de mes collègues cardiologues vont aussi faire comme ça de la tête. Même pour le cœur, ça va bien. Ça aide même parfois aussi à stabiliser l'anxiété, le stress, hein, le mauvais stress, comme disent les cardiologues. Et puis au niveau cognitif, parfois ça aide aussi, parce que c'est vrai que finalement ces états un peu sub-dépressifs ou ces moments de lâcher prise un peu au niveau de l'attention, de plus avoir envie, d'être un peu dans cette mollesse, ça aide pas non plus à se concentrer. Donc parfois il peut y avoir aussi des effets intéressants des antidépresseurs sur les aspects cognitifs. Donc, en tous les cas, je vous encourage à ne pas rester dans votre solitude
et puis à en parler, voilà, soit à vos médecins de confiance, soit des personnes de confiance, et puis entre nous, les femmes, on peut en parler, et puis on peut en parler avec son conjoint aussi, parce que finalement c'est aussi important de maintenir la communication au sein du couple avec son partenaire ou sa partenaire, et puis d'être vraiment, disons, dans une approche aussi empathique, parce que là, oser en parler, c'est clair que si on veut aussi se sentir, disons, mieux soi-même et plus, disons, affranchi aussi de certaines difficultés, plus libéré aussi dans la sexualité, il faut aussi oser communiquer. Sinon, c'est sûr qu'il faut quand même être deux aussi, si possible, dans la sexualité. Enfin, sinon, après, il y a aussi des actes solitaires. Mais disons que si on veut stimuler un petit peu la créativité et puis de nouvelles envies pour réinventer un peu les habitudes du quotidien, c'est aussi intéressant de pouvoir le partager et pas oser, pas se sentir trop inhibé dans ce genre de questions. Parce que la libido et le désir et l'envie, ça ne dépend pas de l'âge en fait. Hein. Il y a vraiment cette activité créatrice et cette activité, comme je disais avant, dans l'érotique du corps, que ce soit féminin ou masculin, qui est intemporelle et qu'à ce moment-là, ben, c'est aussi une habitude un peu de cultiver ça, de faire attention à l'autre, de démontrer des manifestations que on voit l'autre, pas comme sur cette image de ce tableau de Hopper où on voit ce couple qui ne se parle pas, qui est indifférent finalement l'un à l'autre à table, et que ben, c'est sûr que ça ne va pas aider d'être chacun isolé dans son monde, de ne pas oser poser de questions. Ça, c'est vraiment à tous les âges, mais à cet âge-là, je dirais encore plus, peut-être faire attention à ne pas entretenir, disons, une incommunicabilité comme ça dans le couple. Et puis, c'est vrai, ben, on l'a aussi un peu entendu aujourd'hui. Parfois, c'est aussi sympa de se dire, bon, ben là, je pars en vacances, je n'ai pas à me soucier de mes règles, j'en ai plus. Je n'ai pas à me soucier de ci ou de ça. Mes enfants, ils sont grands. Voilà, je peux les laisser vivre leur vie. Je dois d'ailleurs les laisser vivre leur vie à eux. Et moi, ben, qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai jamais fait, que j'aimerais découvrir? Est-ce qu'il y a une activité aussi, je ne sais pas, comment c'est le chant, comment c'est la peinture, avoir voilà, une envie de développer aussi des choses qui stimulent aussi la créativité et qui font rencontrer des gens et qui entretiennent aussi le plaisir de partager et de se sentir en interaction. Donc là, ben, on l'a vu, c'est aussi intéressant de pouvoir déployer cette sexualité sans la pression. Et comme je disais, dans certaines cultures, les femmes sont plutôt valorisées, elles ont même le droit de se marier après la ménopause, de trouver même des conjoints beaucoup plus jeunes qu'elles si elles ont envie. Enfin, il y a des communautés comme ça, les Moaves, en fait, si ça vous intéresse, en Amérique du Sud, qui sont extrêmement favorables à cette période de vie. Et puis évidemment, ben, le sport, voilà, ça on l'a vu. Alors ça, c'est vrai qu'il faut pas lésiner sur les moyens si on veut que ça entretienne aussi un bon équilibre, l'alimentation. On va entendre aussi ça avec notre collègue après. Et puis pour terminer, ben, je redis un peu les mêmes choses, mais c'est vrai que pour s'adapter, il faut développer des ressources, s'adapter ménopositivement, ça j'ai lu dans un bouquin, j'ai trouvé pas mal, c'est-à-dire apprécier cette ménopositivité de vie avec un regain de liberté, centré sur soi, une ouverture à soi-même, aux autres, et puis aussi pouvoir se dire, bah, plutôt que dire tout ce que je ne vais pas pouvoir faire, tout ce que j'ai perdu, je vais consolider ma sagesse, mon recul sur la vie, le fait que j'ai vécu des expériences, qu'elles ont été, quelles qu'elles soient finalement, qu'elles aient été difficiles, traumatisantes parfois, ou même, voilà, peut-être il y a aussi des personnes qui traversent des maladies chroniques ou aiguës, et puis que tout ça finalement, si on a la possibilité de faire
ce cheminement, un peu comme dans la courbe du deuil, disons, de retrouver une représentation, une construction positive dans sa propre explication de ce qui nous est arrivé, de se raconter à soi-même ce qui nous est arrivé de manière aussi un peu positive, ça permet aussi de garder un recul, une sérénité, et puis de transmettre à d'autres des choses qui font partie de la vie et de les partager pour rester vivant. Voilà, merci de votre attention. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Tatiana Bastide, donc diététicienne. Et puis, je tiens à m'excuser un peu niveau l'heure parce que du coup, je vais vous parler d'alimentation. Tenez le coup. D'accord. Ok. Alors, du coup, en fait, je tenais à vous présenter aussi que la prise de poids, elle est physiologique. On a tendance à prendre du poids, en fait, déjà 17 ans avant la ménopause. Parce que notre métabolisme, il baisse, en fait, avec l'âge. Et ça continue même 22 ans après la ménopause. Alors, pas forcément de manière très fulgurante, hein, du coup. Voilà. Et voilà, il faut savoir vraiment que la diminution donc, de la masse graisseuse, elle se fait surtout au niveau abdominal. D'accord. Et elle commence donc dès l'âge de 20 ans et elle s'accélère aussi après 50 ans, dû à l'influence de la ménopause. Et du coup, juste par rapport au petit tableau, alors je vais utiliser le laser. Du coup, on voit que en fait, pendant la ménopause, il y a une prise de poids en moyenne de 0,6%. D'accord. Au niveau de la taille, alors on perd un petit peu de taille aussi. Du coup, forcément, l'IMC augmente un petit peu plus aussi. Et puis, le tour de taille a tendance aussi à augmenter. La masse grasse également. Et à contrario, la masse maigre a aussi tendance à diminuer. Au niveau de l'influence sur le poids, effectivement, il y a des personnes qui ne vont pas prendre de poids pendant la ménopause, mais la masse corporelle va quand même changer. C'est-à-dire on aura tendance à avoir quand même plus de masse graisseuse et un petit peu moins de masse maigre, autant sur la densité osseuse que sur la masse musculaire. Il y a des facteurs qui vont aussi influencer la prise de poids, donc tout ce qui est prédisposition génétique, les facteurs psychologiques, les tendances dépressives, la fatigue, le stress, le rythme du sommeil et de travail, et aussi ce qui se passe aussi dans notre ventre, les microbiotes. Qu'est-ce qui fait qu'on prend du poids? Donc c'est aussi dû à la baisse des oestrogènes. Donc ça diminue le métabolisme, ça diminue donc l'oxydation des graisses, et du coup il y a aussi une baisse de la sensibilité à l'insuline, et du coup ça augmente le stockage des graisses. Ça influence aussi notre manière de manger, parce que du coup ça diminue le rassasiement. Donc on aura tendance aussi à avoir besoin de plus manger pour être satisfait. Et également ça augmente le désir de manger. On a souvent plus de besoin de manger. Au niveau de l'activité physique, ça a un grand intérêt en fait pour maintenir aussi cette masse maigre et puis augmenter le métabolisme. Et ça permet aussi, du coup, généralement quand on fait de l'activité physique, on se sent mieux. Du coup, c'est aussi ça a aussi son importance donc, pour la santé mentale. Quel type de sport est à favoriser? Alors, on va dire que les études vont dire que le sport de force aussi est important parce que ça dynamise en fait les fibres blanches qu'on appelle les fibres de force et du coup ça permet du coup de bien les solliciter et ça maintient une bonne masse maigre. Quelle intensité? On recommande aussi l'intensité élevée. Bien sûr, il faut le faire aussi suivant ce qu'on peut et ce qu'on aime aussi. Ça permet de diminuer le stress et ça augmente l'absorption du glucose, du coup, ce qui entraîne aussi moins de grignotage. C'est important de faire vraiment une activité physique que vous aimez, parce qu'en fait, si vous choisissez des activités physiques que vous n'aimez pas, on ne le tient pas sur le long terme, et puis on y va une ou deux fois, comme l'abonnement du fitness.
voilà, qui est très rentable pour les, les salles de sport, mais un peu moins pour soi-même. Donc voilà, vaut mieux choisir même de faire des mouvements du quotidien, des fois les escaliers au lieu de l'ascenseur, de s'arrêter un arrêt de bus avant son travail ou d'autres choses. Donc, au niveau de l'alimentation, les protéines, c'est vraiment important aussi parce qu'on aura tendance à moins avoir d'appétence en fait avec l'âge aussi pour les protéines. On aura tendance à les oublier un petit peu aussi dans nos portions alimentaires, et sachant qu'elles régulent le rassasiement. Donc, si vous en mangez, vous serez rassasié aussi de manière plus rapide. Et puis, elles limitent aussi la fonte musculaire. On conseille 3 à 4 portions de 20 grammes de protéines par jour, ce qui correspond à peu près à 80 grammes de thon, 75 grammes de crevettes, 100 grammes de viande rouge, etc. Au niveau des glucides, les glucides ils sont aussi importants, même si certains régimes vous diront l'inverse, mais on en discutera après. C'est vraiment la source principale d'énergie pour notre corps et surtout pour notre cerveau. D'accord. Et elles permettent aussi la synthèse protéique. Donc, si vous supprimez les féculents, les céréales, vous allez perdre aussi beaucoup de masse musculaire. On conseille à peu près 3 grammes par kilo de poids par jour, mais c'est selon chacun. D'accord. Au niveau des matières grasses, donc on a parlé pas mal dans les précédentes diapos aussi des maladies cardiovasculaires. Donc c'est vraiment important de choisir aussi des bonnes graisses, notamment les huiles qui sont riches en oméga 3. Il y a l'huile de cameline qu'on entend un peu moins parler, mais qui est aussi très importante, très riche en oméga 3. L'huile de noix, l'huile de colza, et puis aussi tous les poissons. Alors favorisez bien les petits poissons, les sardines, les maquereaux, qui sont moins riches aussi en métaux lourds que par exemple le saumon. Et puis aussi, vous pouvez aussi choisir des œufs ou des viandes qui sont nourries en fait avec des graines de lin et du coup qui sont au moins un peu plus riches en oméga 3 que d'autres viandes. L'importance du calcium. Alors, il y a beaucoup d'études qui ont montré que le calcium, en fait, il limitait en fait la prise de poids et surtout dans la consommation des yaourts. Et si on a une consommation en fait inférieure à 600 mg de calcium par jour, du coup, ça aurait tendance à augmenter le poids. Et puis, ça préserve la densité osseuse, comme on a pu voir auparavant également sur le calcium. Et bien penser à la vitamine D également avec. Au niveau des symptômes de la ménopause et de l'alimentation, il y a certaines recommandations qui ne sont pas forcément valables pour tout le monde. Alors en fait, il n'y a qu'à tester, voir si ça convient à soi, si ça diminue ou non les symptômes, si ça améliore ou non. Par exemple, pour les bouffées de chaleur, on conseille de limiter les épices, l'alcool, la viande rouge, le vin rouge et les boissons chaudes. Et l'activité physique aurait une bonne influence en fait, sur les symptômes des bouffées de chaleur. Pour le sommeil, on conseille aussi d'éviter les repas copieux, alors pas forcément que pendant la ménopause, et d'éviter l'alcool. Et puis, on peut favoriser un peu la respiration ou le mouvement doux avant d'aller se coucher. Ça permet un retour au calme et puis de l'apaisement, puis de sortir un peu de ce mental, un peu de ce stress. Je vais encore avoir du mal à m'endormir. Voilà. Et puis, pour l'irritabilité, l'anxiété, la déprime, on conseille aussi des aliments riches en tryptophane, comme les produits laitiers, les œufs, le poisson, parce que ça augmente en fait la sérotonine, ce qui permettra du coup d'améliorer aussi l'humeur. Et pour la sécheresse cutanée, donc on favorise aussi des bons apports en acides gras polyinsaturés comme les oméga 3, oméga 6 qu'on peut avoir dans les graines de lin, l'huile de bourrache, l'huile de cameline ou de colza par exemple. Et pour donc vraiment au niveau du ventre, on sait que les sucres rapides sont aussi facilement aussi stockés et en fait plus on prend des sucres rapides, plus on aura tendance à prendre au niveau de la ceinture abdominale. Et du coup, c'est important de favoriser plutôt les céréales complètes, les légumineuses, pour aussi la gestion au niveau de la ceinture abdominale. Alors, est-ce que le régime, c'est la solution ? Voilà, je pense que vous pouvez voir dans votre entourage ou même vous-même, vous avez essayé sûrement plein de régimes, sûrement
peut-être le dernier à la mode, ce qui a très bien marché pour une copine. Mais en fait, souvent, ça a un prix, en fait, de faire un régime. Ça a un prix et c'est très coûteux pour le corps. C'est que souvent, en fait, on perd du poids, mais on reprend dans 90% des cas. Et souvent, on reprend des kilos bonus. D'accord ? Et malheureusement, c'est que la masse corporelle, en plus, elle est altérée. C'est-à-dire qu'effectivement, le régime, il marche très bien. On perd de la masse graisseuse, mais on perd aussi de la masse osseuse et de la masse musculaire. Alors, on reprend très bien la masse graisseuse, voire même plus. Mais par contre, on reprend très peu de masse musculaire et très peu de densité osseuse. Et c'est pour ça que le métabolisme ralentit encore plus. En fait, à chaque fois qu'on maltraite son corps en faisant des régimes, et ben, plus, en fait, le corps est dérégulé. Donc, le régime, c'est une dérégulation. Et du coup, ce qui est important, c'est vraiment de sortir un peu de cette tête qui contrôle tout. Parce qu'en fait, souvent, quand on n'est pas bien dans son corps, on va aussi chercher toutes les solutions possibles pour pouvoir perdre du poids. Et en fait, du coup, on va se dire, je vais me priver de ça, je vais manger moins, je vais mettre plein de choses en place pour contrôler mon poids. Et en fait, à force de vouloir contrôler son poids, et bien du coup, en fait, on altère sa relation à son corps et du coup, on n'écoute plus ses sensations de faim, on n'écoute plus ses sensations de satiété, ses besoins. Et du coup, on aura tendance, en fait, à se frustrer, à essayer de contrôler. Puis à chaque contrôle, en fait, il y a des pertes de contrôle. C'est-à-dire, il y a un événement qui va nous faire craquer, mais au final, on ne tient pas sur le long terme et c'est normal, c'est juste que le corps, il est un peu plus fort que la tête. Et du coup, au bout d'un moment, on craque. Donc en fait, moi je vous invite vraiment à vraiment faire des actions pour le corps plutôt que pour le poids. Parce qu'en fait, le poids, c'est dépendant d'un résultat. C'est-à-dire que si je fais quelque chose, j'attends de perdre du poids. Si je fais quelque chose pour mon poids, c'est pour perdre du poids. Et du coup, si le poids ne bouge pas, qu'est-ce que je fais ? J'arrête. D'accord ? Parce que du coup, ça ne sert à rien que je mange que des protéines. Voilà, mon poids, il n'a pas bougé. Du coup, voilà, je remange d'autres choses, plein d'autres choses. Et en fait, en agissant pour le poids, du coup, on oublie un peu l'équilibre alimentaire, nos besoins primordiaux, les besoins un peu des enfants. Les enfants, on ne leur dit pas de manger qu'une chose, on ne les interdit pas de manger certaines choses, on essaye que ce soit varié, qu'ils écoutent aussi leur corps. Et du coup, c'est de revenir un petit peu aux besoins primordiaux du corps et de sortir vraiment encore de cette tête. Et en plus, en agissant plutôt pour son corps, du coup, on se rapproche un peu de ses valeurs, de ses besoins et de ce qu'on aimerait faire aussi. Parce qu'en fait, vraiment être tourné vers son poids, on perd de l'énergie. On perd de l'énergie, on pense qu'à ça toute la journée. Et du coup, on oublie un petit peu de faire qu'est-ce que en fait, j'aimerais faire vraiment. J'ai mon poids qui m'embête, mais est-ce que ça doit m'empêcher de faire ce que j'aime vraiment ? Ensuite, au niveau de l'alimentation émotionnelle, en fait, je voulais en parler aussi parce que durant la période aussi de ménopause, effectivement, c'est une période où on a des fois des parents qui sont un peu vieillissants, on a des enfants qui grandissent mais qui ne sont pas encore indépendants et on a une vie active. En fait, tout ça, ça fait qu'on a un stress qui a tendance à augmenter, une santé mentale un peu qui diminue et du coup, en fait, ça génère beaucoup de pression et des fois, du coup, on a une alimentation émotionnelle qui se met en place. Souvent, c'est une période aussi où on peut être en mode justement survie. Du coup, on doit tout contrôler, on n'est plus dans la vie, on doit faire ci, faire ça. Et du coup, on perd un petit peu ses besoins toujours primordiaux. Et si, en fait, dans notre éducation, on a appris aussi à réguler notre stress que par l'alimentation, du coup, c'est une période où on va beaucoup plus se rapprocher aussi de cette alimentation émotionnelle. En soi, l'alimentation émotionnelle, elle est physiologique aussi. Les enfants, quand la plus tendre enfance, ils tétaient, mais pas seulement des fois par faim, c'est aussi des fois pour se rassurer. Et en fait, c'est pour vous dire que l'alimentation émotionnelle, c'est pas forcément un problème, c'est surtout quand on va toujours vers celle-ci. C'est quand on a un schéma automatique de n'importe quelle émotion, du coup, on va toujours vers l'alimentation. Et du coup, de vraiment observer ce qu'on ressent en soi et ce que ça nous envoie comme message et de quels besoins en fait ça exprime, ça nous permettra aussi de travailler sur cette alimentation émotionnelle, de prendre de la distance et que ce ne soit pas répété du coup.
Il faut savoir que souvent, j'ai beaucoup de patients en fait, qui vont me dire « Oui, mais moi, c'est émotionnel, mon alimentation. Voilà, je rentre chez moi, j'ai envie de manger. Je sais que c'est émotionnel, je décharge de la journée. » Mais en fait, il faut savoir que souvent, les compulsions, par exemple, de fin de journée, dans 80% des cas, c'est dû à un déficit calorique. C'est parce que des fois, on s'est privé un peu toute la journée, on n'a pas fait attention à ses besoins toute la journée, puis on rentre chez soi, et ben, du coup, le corps, il a besoin de combler ses besoins. Voilà. Donc, ce n'est pas que émotionnel. Dans 20% des cas, c'est émotionnel. Dans 80% des cas, c'est vraiment sur déficit énergétique. Donc, c'est assez physiologique aussi. Et puis, au niveau de cette petite roue du cercle vicieux, donc, du cycle vicieux de l'alimentation, quand on a une émotion négative, donc on va vers l'alimentation, on est assez vite réconforté. Sauf que le problème, après, c'est qu'il y a le mental qui arrive. Et le mental qui nous dit « Ah, t'aurais vraiment pas dû te prendre ce chocolat ». Alors celui-là, il reste pas longtemps, on pense à autre chose. Mais après, il y a aussi ce mental un peu jugeant, c'est-à-dire oh, « Tu veux perdre du poids, tu manges encore du chocolat ». Là, ça devient un niveau un peu plus élevé. Et du coup, en fait, on n'est pas réconforté. En fait, ça trouble le réconfort attendu. Donc, en fait, du coup, on est obligé souvent de répéter cette roue un peu plus souvent. Donc, il faut pédaler, Voilà. Donc, au niveau du comportement alimentaire, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, si vous avez besoin de changer certains comportements, c'est important de les ajouter. Imaginons, vous voulez manger plus de légumes. D'accord ? Donc ça, on ajoute un comportement et du coup, ça peut marcher plus facilement que si on se dit, faut que je mange moins de féculents. En fait, d'ajouter un comportement, ça marche mieux. Parce qu'en fait, enlever un comportement, c'est comme faire du vélo. Une fois qu'il est acquis, on ne peut pas l'enlever. D'accord ? Donc, normalement. Et du coup, c'est de se dire, voilà, si j'ajoute des légumes, voilà, je ne touche pas aux autres et j'enlève pas. Et en fait, c'est moins frustrant aussi pour le cerveau. Du coup. Je reviens sur l'importance d'écouter ses besoins, de revenir à soi, à ses sensations. Il n'y a que notre corps qui est l'expert de ce qu'il a besoin. S'il a besoin de 2000 calories par jour, ok, on peut essayer 1400, mais au bout d'un moment, il nous demandera 2500. D'accord. Éviter le mimétisme, en fait, souvent aussi, quand on est dans une vie de famille, et souvent on peut aussi manger donc en famille et avec son mari ou ses enfants qui vont manger un peu plus en quantité. Et puis des fois, on a tendance à se servir aussi un peu plus en quantité également. Et du coup, quand on fait des choses comme ça, donc c'est très visuel, mais du coup, on ne se rapproche pas à nos besoins. Du coup, c'est vraiment le mimétisme. Éviter d'attendre aussi les grosses faims, parce qu'en fait, le problème des grosses faims, si on se dit j'attends, je tiens le coup, et en fait, à force d'attendre vraiment ces grosses faims, on est plus attiré par le gras et le sucré parce que le corps, il est en gros déficit énergétique, donc il ne va pas nous demander des légumes. Okay. Et en plus, du coup, on aura tendance à surmanger. D'accord, c'est-à-dire que le corps il va rattraper un peu ce qu'il a eu, mais en plus vu qu'on va manger vite, et du coup le corps il n'aura pas le temps de nous dire stop, donc on aura rattrapé ce qu'on n'a pas pris, et en plus on aura mangé plus parce que le corps il n'aura pas eu le temps de nous dire c'est bon, je suis bien. Donc toute l'importance de manger assez, d'avoir une structure en fait alimentaire et de manger assez régulièrement à la hauteur de sa faim. Du coup. Et puis manger doucement. Alors manger doucement, on va essayer d'éviter de se dire toutes les choses par le mental, c'est-à-dire il faut que je mange doucement, il faut, puis ça devient très embêtant au bout d'un moment. Le but c'est plutôt d'essayer de se rapprocher un peu pourquoi je mange aussi, est-ce que ça me fait du bien, est-ce que c'est bon ce que je fais, parce que souvent on met plus de temps à faire à manger qu'à manger. Et du coup, c'est vraiment de faire honneur aussi à ce que vous faites. Voilà, la petite tomate, elle a fait un grand parcours avant d'arriver dans votre assiette. C'est aussi de se dire ah, ça m'a fait du bien de manger cette petite tomate, quel goût elle a par rapport à l'autre. Alors, voilà, on sait que des fois, les fruits et légumes n'ont pas forcément le goût d'avant, mais voilà, il y a toujours un petit goût quand même. Et puis l'activité physique, comme on en a parlé tout à l'heure, vraiment pour la santé mentale aussi, et puis pour la santé physique. Voilà, mais toujours choisir quelque chose qu'on aime pour le tenir sur le long terme, et pour pas le tenir, parce que tenir, ça veut dire qu'on tient et qu'on lutte contre soi-même, et plutôt pour sentir qu'on se sent mieux, du coup, avec son corps et avec sa tête. Je reviens un petit peu, alors on en a parlé peut-être un petit peu avant, mais comme je vous ai un peu montré, c'est que le poids, c'est un peu comme la taille en fait. Normalement, on ne peut pas le choisir. Okay, on ne se tient pas tous les jours à une barre de traction pour grandir.
Et ben en fait, il faut se dire que le poids, en fait, on ne peut pas le choisir non plus. Plus on va chercher à le choisir, plus ça va déréguler notre corps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut jamais perdre du poids ou voilà, c'est foutu pour foutu. Mais en fait, on peut se dire que à quel prix, justement, je dois martyriser mon corps. Voilà, à quel prix je dois faire des choses qui ne me conviennent pas, des choses qui me mettent en stress, des choses qui me mettent encore plus de pression. Toute l'énergie en fait, qu'on va mettre à essayer de perdre du poids, c'est une énergie perdue qu'on ne va pas utiliser pour d'autres choses qu'on aime. La différence entre s'accepter et s'aimer, en fait, on a le droit de ne pas s'aimer. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui s'aime totalement. C'est aussi un trouble psychologique de s'aimer totalement. Mais c'est normal. Imaginons, j'aime pas ma main. En fait, c'est de revoir de la fonction dans cette main. J'aime pas ma main, mais en même temps, elle me permet de faire des câlins à mes enfants. Voilà. C'est de remettre de la fonction dans ce qui est important. Et puis, quand on a une pensée en fait, sur notre corps ou sur notre alimentation, souvent ça fait mal. C'est-à-dire, imaginons, j'aime pas toujours cette main. En vrai, je l'aime bien, mais voilà, la pauvre, je vais être sympa avec après. Mais du coup, cette main, si je l'aime pas, du coup, ça me fait mal. Voilà, c'est comme si je me tirais une flèche. D'accord ? Mais en fait, après, je peux avoir le choix. C'est soit de me dire, et en même temps, elle me permet de faire des câlins, donc je soigne un petit peu cette flèche, je la retire doucement. Soit j'en rajoute d'autres. C'est-à-dire, ouais, et puis elle est moche, et puis elle a un ongle qui est plus grand que l'autre, et puis voilà, et là on rajoute des flèches. Et en fait, du coup, là, on pollue aussi notre santé mentale rien qu'avec des pensées. Parce que si vous décidez de vous dire que, et en même temps, elle me permet quand même d'être bien, elle me permet de manger, et en fait, ça, du coup, ça met des pensées qui vont permettre aussi de vous rapprocher un peu de vos besoins, de ce qui est vraiment important. Du coup. D'où l'importance aussi des fois de faire un travail sur les pensées. Parce que les pensées, elles contrôlent aussi beaucoup de choses et elles vous déconnectent des fois de vos besoins du corps. Okay. Voilà, et du coup, pour terminer, quand une fleur ne fleurit pas, du coup, on corrige l'environnement dans lequel elle pousse, pas la fleur. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Ah, oui. Peut-être venez, on va peut-être passer aux questions. Je sais pas, il y a un... Oui, vous avez...